Eh bien, bonjour à tous, à toutes et à tous. Nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Et pour ce séminaire de tronc commun du Master Asie, notamment donc pour la dernière séance de la troisième séquence d'enseignement qui porte donc sur images, objets et sources. Nous avons aujourd'hui comme intervenant notre collègue Christophe Marquet, collègue et directeur de l'École française d'Extrême-Orient. À tout seigneur, tout honneur en ce début d'année, qui va bon, vous avez tous reçu l'annonce de ce séminaire, donc pour une présentation intitulée « Interroger les images populaires japonaises, le roi Gourand versus Yanagi ». Je ne ferai pas état du peu de choses que je connais sur ce sujet et que j'ai acquis très récemment en révisant et en discutant avec Christophe, et lui laisserai très rapidement la parole, d'autant plus qu'il a une présentation assez riche, dense et peut-être un petit peu longue à nous présenter ce matin. Et donc, sans plus attendre, Christophe, je t'invite à prendre la parole pour commencer ta présentation. Merci Christophe. Donc, je vais tout de suite passer au PowerPoint, si vous voulez bien. Donc, partage d'écran. Et en principe, voilà. Donc, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? C'est bien. Voilà. Alors, afin d'alimenter la réflexion dans le cadre de ce séminaire intitulé effectivement Images, objets et sources, j'ai choisi comme cas d'étude de vous parler d'un type d'image populaire japonais sur lequel je travaille depuis plusieurs années. Alors, lorsqu'on parle d'image, ici, c'est au sens d'image à valeur cultuelle, terme employé pour les distinguer des peintures à valeur artistique, selon, par exemple, une distinction qui est établie par l'historien médiéviste Hans Belting dans un livre dont je vous recommande la lecture, qui est Images et culte. Cette imagerie est apparue à proximité de Kyoto, dans une ville qui s'appelle Otsu, au cours du XVIIe siècle, à une date qui n'est pas clairement établie, mais dont les plus anciens témoignages remontent au moins aux années 1670. Une imagerie d'origine religieuse, mais qui va évoluer vers des thématiques profanes. Alors pourquoi avoir choisi ce sujet ? Parce qu'il nous permet de réfléchir à travers la découverte de ces images au XXe siècle et à leur étude sur la manière dont des penseurs, en l'occurrence japonais et français, des universitaires ont posé leur regard sur elles et sur les cadres et sur les méthodes de leur discipline. En fait, cet exemple peut nous permettre de comprendre l'importance, dans une recherche, de la conscience de ces outils méthodologiques que nous utilisons et de leur influence sur la lecture des images. Il se pose aussi une question apparemment simple, qui est celle du rapport à l'image, je dirais surtout à l'époque que nous vivons, qui est l'époque du numérique, puisque l'image a une dimension matérielle. En fait, elle est un objet en tant que tel, même si le chercheur a parfois tendance à l'oublier. Elle est aussi une source, pour reprendre un autre terme de l'intitulé de ce séminaire, au même titre qu'un texte. Et nous verrons d'ailleurs que ces images peuvent aussi comporter des textes qui nous éclairent, ou non d'ailleurs, sur leur lecture. Et donc pour ce séminaire, j'ai choisi de faire appel à deux regards. Le premier regard, c'est celui d'un intellectuel japonais du XXe siècle qui s'appelle Yanagi Muneyoshi. L'autre est un ethnologue préhistorien, l'un des plus importants dans cette discipline pour la seconde moitié du XXe siècle, qui est le roi Gourand, qui vous est peut-être un peu plus familier. Et j'ai choisi aussi cette confrontation parce que l'EFEO a reçu en 2018 une partie de la documentation réunie au Japon par le roi Gourand,
qui par ailleurs a été membre correspondant de l'EFEO entre 1941 et 1951. Et je vous renvoie d'ailleurs pour cette documentation à la base de données Calam, dans laquelle vous retrouverez les détails des ouvrages et des documents que nous avons récupérés pour notre bibliothèque. Donc je commencerai tout d'abord par Yanagi. Yanagi, qu'on qualifie généralement de penseur ou de philosophe, a effectivement une formation philosophique au tout début du XXe siècle, mais une formation à la philosophie occidentale, notamment à l'université de Tokyo dans les années 1910, et en particulier, il s'intéresse beaucoup à l'histoire des sciences, un élément qui n'est pas sans importance pour la suite. Et puis, ces centres d'intérêt, donc, dans les mêmes années, l'amènent à soutenir un mouvement moderniste qui va faire découvrir aux Japonais certaines avant-gardes artistiques occidentales, comme les post-impressionnistes, comme Rodin, ou dans un autre genre, le peintre et poète pré-romantique William Blake, à propos duquel il va publier d'ailleurs une des premières études au Japon. Donc un intellectuel a priori tourné vers l'Occident, qui n'était pas spécialement destiné à se pencher sur une imagerie japonaise locale et populaire. Et Yanagi est un urbain, il est né à Tokyo, il a été formé au sein d'une élite intellectuelle et sociale, dans l'article que vous a été soumis en préparation de ce séminaire, j'ai montré comment s'était opéré néanmoins chez lui une transformation, une sorte de renversement de valeurs, passant donc de cette promotion de la peinture révolutionnaire, entendre par là la peinture moderne et avant-gardiste, à finalement la revendication d'une révolution de la peinture. Et pour comprendre ce changement d'optique, donc vous voyez ici, je reviendrai là-dessus, l'un de ses livres les plus importants pour le sujet qui nous intéresse sur la gauche. Pour comprendre donc ce basculement, il faut avoir en tête quelques éléments concernant le contexte intellectuel de cette époque qui au Japon donc est la fin de l'époque de Meiji. Ce que je vais dire là est un peu caricatural, mais pour faire comprendre un peu le contexte, cette période a été évidemment une période de confrontation avec l'art occidental, avec ses catégories, avec ses hiérarchies, et aussi une introduction au Japon de l'académisme. Elle a conduit à la création de néologismes, de termes par exemple comme le terme des beaux-arts, le terme des arts manuels, qui ont été forgés dès les années 1870. Elle va conduire aussi à écrire une histoire de l'art japonais, mais selon des catégories occidentales, et à reformuler des traditions, à rejeter des traditions populaires inversement. La période qui va suivre, à partir des années 1910, va être en partie une remise en cause, et c'est là qu'apparaît ce mouvement que va mener Yanagi, ce refus d'une histoire de l'art qui s'intéresse exclusivement aux productions des élites sociales et culturelles, un mouvement en faveur des arts populaires, on va nommer le Mingei, un terme que vous pouvez retenir, et la formation d'une nouvelle catégorie, l'invention d'une terminologie comme le mot, par exemple, peinture populaire que nous utilisons aujourd'hui. Alors, une photographie ici très intéressante pour comprendre un peu ce contexte et voir aussi à quoi ressemblait ce Yanagi. C'est une photographie qui a été prise en 1928 à Kyoto, à Kaguraoka. Elle se situe d'ailleurs très proche du centre de l'EFEO de Kyoto. Dans cette maison qu'il a habitée à partir de 1923. Il a quitté la capitale. Vous savez que 1923, c'est un grand tremblement de terre à Tokyo. Donc, il a quitté la ville et il s'installe dans l'ancienne capitale. Il va redécouvrir dans cet endroit un certain nombre de traditions, mais il va surtout finalement découvrir des choses auxquelles on ne s'était pas tellement intéressé, notamment des statuettes d'un certain Mokujiki, d'un moine de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, dont vous voyez sur la photographie deux exemples et des photographies plus récentes des pièces qui sont dans le musée
Mingei-kan, le musée des arts populaires dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis, vous voyez au mur un certain nombre de peintures, dont l'une au moins est une peinture d'Ao-Tse, assez difficile à peut-être distinguer ici, représentant le motif de la jeune femme à la glycine. Alors c'est une photographie extrêmement posée, extrêmement construite, où Yanagi, en kimono, est au milieu de ses objets, avec des pièces de mobilier un peu occidentales, et puis ce qui fait, je dirais, le sujet qu'il étudie à cette époque. Je continue. Un petit problème avec. Voilà. Donc, comme je disais, c'est une période de reformulation d'un certain nombre de concepts et aussi de naissance de courants de réflexion intellectuelle, notamment sur l'ethnologie. Alors, c'est un autre personnage dont le nom peut être aussi retenu, qui s'appelle Yanagita Kunio, qui, à partir des mêmes années, finalement, des années 1910, lui, va s'engager dans une approche scientifique pour étudier les croyances, les coutumes, les traditions narratives, qui va donner donc naissance à une véritable discipline qu'on appelle donc Minzoku-gaku en japonais. Cette discipline va croiser le mouvement de Yanagi, mais elles vont rester quand même assez éloignées les unes des autres à cause justement de positionnements à la fois idéologiques et esthétiques. Et donc Yanagi, lui, crée ce mouvement, Mingei, des mouvements des arts manuels, des arts populaires. Ce sont des termes qu'il forge lui-même en 1925. En 1927, il crée ce terme de Minga sur le même modèle, dont il donne une petite définition dès cette période, des images qui n'ont pas été conçues comme des peintures indépendantes les unes des autres, mais qui sont produites en grand nombre pour un usage concret pour le peuple, comme souvenir ou comme offrande aux divinités. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette petite phrase, notamment l'idée en quelque sorte, de l'interaction de ces peintures qui ne sont pas des éléments isolés, et le fait qu'elles aient une fonction précise, qui sont dès le départ des critères permettant de définir ce qui distingue une image d'une peinture artistique. On voit très bien qu'il y a une sorte de revendication assez militante dans cette définition. Le premier ouvrage important que Yanagi va publier, c'est ce livre de 1929, les images d'Ao-Tse primitives. Primitives renvoyant au terme shoki, c'est-à-dire de la première période. C'est quelque chose de très important, ce primitif, parce que Yanagi va considérer que les images dans un corpus qu'il va définir, les plus intéressantes, et à la limite les seules qui méritent qu'on les étudie, ce sont celles des tout débuts. Et il va fixer dans cet ouvrage un certain nombre de conditions minimales pour définir qu'est-ce qu'une peinture populaire. Il y a 5 critères. D'abord, l'anonymat, une œuvre qui n'est pas signée, le caractère utilitaire, comme on l'a vu, la production de masse, mais aussi des éléments stylistiques, comme la simplification des formes, le fait qu'elles s'inscrivent dans une tradition, et puis un élément économique qui est son coût, qui doit être faible, donc pour être accessible à tout un chacun. Et le grand mérite de l'ouvrage qui est publié en 1929, qui reste un ouvrage de référence pour tous ceux qui veulent étudier cette iconographie, est d'avoir aussi défini le corpus des thèmes, ce qui est une chose qui n'est pas tout à fait évidente, et personne ne s'était attelé à faire ce travail. Il a défini dans ce livre 102 thèmes qu'il a classés en sous-genres, qui vont des images bouddhiques à des images représentant des animaux, des oiseaux, des fleurs. C'est un cadre de définition thématique qui peut être évidemment remis en cause, mais qui a permis, en tous les cas, d'offrir une vue générale et aussi de construire une histoire, une chronologie, en tous les cas, d'essayer de l'esquisser. Et il va reproduire dans cet ouvrage de 1929 25 peintures en couleur, extrêmement bien choisies par lui, qui correspondent toutes à cette définition donc des 5 critères
et qui relèvent de la période primitive. Il va les chercher auprès d'artistes qui les possédaient, voire de collectionneurs. On voit qu'à cette époque-là, il y avait déjà donc un intérêt qui existait, mais il n'y avait jamais eu de formalisation ou de réflexion un peu plus théorique sur ces peintures. Et la publication de ce livre va s'accompagner en fait d'une entreprise de sélection et de sauvegarde, en quelque sorte, ce qu'il considère comme étant les plus belles pièces d'un corpus. Yanaghi, qui a toujours essayé de faire la promotion de son mouvement à l'étranger, et il a publié en 1936 un petit livre qui s'appelle Folkcraft in Japan, qui est très intéressant à plusieurs égards, et notamment parce qu'il reproduit un certain nombre de peintures d'Otsu avec des textes dans lesquels il montre, en s'adressant au public occidental, qui est par exemple très intéressé par l'ukiyo-e, qui connaît déjà très bien l'ukiyo-e, comment il existe d'autres formes de représentation picturale qui sont tout aussi intéressantes et, dit-il, qu'elles ne sont pas du tout inférieures en qualité, en beauté. Et il utilise ici surtout des termes finalement assez subjectifs pour faire la promotion en quelque sorte de cet art. Et les images qu'il utilise sont toujours conservées au musée qu'il a fondé à Tokyo. Celle-ci en particulier, j'ai pu la faire venir l'année dernière dans une exposition qui a été organisée donc à la Maison de la Culture du Japon. Je reviendrai ensuite sur la question de son montage qui a été réalisé par Yanaghi lui-même. D'autres peintures sont présentées dans ce livre et il va mettre à nouveau une sorte d'opposition entre un art qui serait le produit d'un mode d'image destiné au loisir, à la contemplation, et un mode d'image qui, elle, vient du travail. Et donc, j'ai mis en rouge là, ces deux termes, tout cela pour essayer de corriger, selon sa conception, l'histoire de l'art et les études sur l'esthétique telles qu'elles ont cours à son époque. Alors, tous les documents que je vous montre ici, en fait, sont des livres qui appartenaient à Leroi-Gourhan, qu'il a acheté à l'époque de leur parution au cours de son séjour au Japon. On reviendra sur ce point ensuite, notamment, par exemple, ce catalogue d'une exposition de 1932 qui s'était tenue dans un grand magasin et dans laquelle étaient présentées ces images. Donc, à partir des années 30, on voit qu'il y a un certain nombre d'images qui apparaissent sur le marché de l'art ou dans des expositions. Elles sortent de l'oubli grâce essentiellement aux travaux de Yanaghi. Et puis, il va y avoir la création de ce musée, le Nihon Mingeikan, le musée du folklore, qui va être ouvert en septembre 1936 à Tokyo. Alors, c'est tout près, pour ceux qui connaissent un peu cette ville de Shibuya. À l'époque, c'est encore quand même les faubourgs de la ville. Un musée qui a été créé avec quand même l'idée avec certains modèles qu'il a pu voir en Occident, notamment le musée Skansen de Stockholm, qu'il a visité en 1929. Mais Yanaghi va récuser le terme Bijutsukan, c'est-à-dire musée d'art, et va lui préférer celui de Mingeikan, c'est-à-dire la maison, si vous voulez, littéralement, des arts populaires, enfin, arts, en tout cas des traditions populaires. En tant que tel, il faudrait aussi dire quelque chose sur cette architecture assez curieuse, donc reconstituée de toutes pièces, qui est une sorte d'architecture hybride, néo-rurale, mais reconstituée en ville. En fait, c'est le modèle d'une resserre, donc paysanne. Et ce musée va être visité par Leroi-Gourhan, donc très peu de temps après son ouverture, en 1937, qui est aussi, je le rappelle, la date de la création du musée de l'homme pour lequel il travaillait à l'époque. Voici une photographie de l'entrée du musée lui-même. Vous voyez qu'en fait, c'est la reconstitution d'une sorte de maison particulière qui n'a pas du tout donc, à l'image d'un musée tel qu'on les concevait à l'époque. Et puis, il y a en face du musée une partie qui est aussi une reconstitution de la porte monumentale d'une ferme de la région pas très très loin de Tokyo, de Tochigi, et avec derrière, là c'est une photo moderne, le bâtiment de l'université de Tokyo qui est tout à fait accolé. Donc Yanaghi va vivre à côté de son musée, et c'est sur
c'est cette base, si vous voulez, qu'il va lancer son mouvement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les documents récupérés auprès de la famille Leroi-Gourhan, j'ai pu retrouver un certain nombre de revues, de magazines, dans lesquels justement on présente l'ouverture de ce musée, donc par exemple le magazine Japan in Picture avec Art of the People, un article de Ippei Fukuda, et puis un numéro d'une revue qui a été créée en avril 1939, qui est la revue Mingei. Ce sera peut-être un des derniers achats que fera Leroi-Gourhan avant de rentrer en France. Et dans le fichier bibliographique et thématique qui a été gardé précieusement par la famille Leroi-Gourhan jusqu'à ces dernières années, j'ai retrouvé une fiche indiquant effectivement qu'il avait bien visité et identifié ce musée. Et vous voyez qu'aussi il était capable d'écrire les caractères chinois. Bon, ce n'est pas forcément des plus belles écritures, mais enfin, en tout cas, il maîtrisait le chinois. C'est un élément important à avoir en tête. Et il l'avait étudié au Langzhou. Alors, quelle a été la position de Leroi-Gourhan par rapport à ce mouvement? C'est assez difficile à dire parce qu'il en parle très peu. On sait je ne sais pas s'il a rencontré véritablement Yanagi en personne, ce n'est pas tout à fait certain, mais il l'a connu par des intermédiaires, notamment par un céramiste qui s'appelle Kawai Kanjiro, avec qui il va être très lié à Kyoto, et dont il va posséder d'ailleurs un certain nombre de céramiques. Mais il dit une chose, c'est une des rares mentions, dans une lettre à Buo, je vous réexpliquerai plus loin de qui il s'agit, en mai 38, il dit « Les choses en sont à ce point que les artistes créent en ce moment un courant de snobisme d'art paysan, ce qui veut bien dire que l'art paysan est mort. » Donc on ne peut pas dire qu'il était véritablement convaincu par le mouvement de Yanagi consistant à s'inspirer de l'art populaire ancien pour créer un mouvement moderne. Ce n'est pas du tout cette vision qui semblait l'intéresser. Alors là, ici, je vous montre, pour en arriver à ces images, un numéro d'une autre revue publiée par ce mouvement, qui est la revue Kogei, d'octobre 1936. C'est le numéro qui a été édité à l'occasion de l'ouverture du musée. Et il présente une peinture d'Otsu, et le choix est tout à fait caractéristique, parce que d'abord, c'est une peinture, on pourrait dire, à dimension pseudo-religieuse, on va dire, représentant Tenjin, le patron des études et des lettres, à qui on rend encore un culte de nos jours, au moment notamment des examens. Elle a été choisie parce que c'est un exemple primitif, et aussi parce que c'est une peinture que l'on mentionne très tôt dans des textes, dès les années donc, 1660. Et Yanagi écrit à ce propos, le motif est apparu très tôt le motif de Tenjin dans l'iconographie populaire, alors sous forme de peinture, de gravure, mais rien n'égale, parmi les peintures populaires, les images d'Otsu qui représentent ce thème. Et pourquoi? Eh bien, il donne plusieurs éléments, à cause d'abord de la touche du pinceau, qui montre une très grande maîtrise de la représentation, de la composition schématique, et finalement, cette absence de liberté, pour lui, est une qualité. C'est vraiment intéressant de voir le regard qu'il pose, qui est un regard finalement excessivement esthétique et empreint d'une vision qui est celle de l'histoire de l'art, qui était dans laquelle il a quand même baigné au départ, tout en voulant la récuser. Et alors, à titre d'exemple, la manière dont ces peintures sont présentées aujourd'hui dans ce musée, vous voyez que c'est quand même très différent d'un musée d'art. Vous n'avez quasiment pas de cartel, juste le nom de la peinture. Il n'y a pas d'explication. Elles sont présentées avec une céramique de Tamba, d'ailleurs, au premier plan. Et on voit que ces peintures, en fait, ont été montées sur rouleau avec des tissus qui ont été spécifiquement choisis à l'époque par Yanagi, des embouts en bas de la peinture qui ont été réalisés en céramique par des artistes comme Kawai Kanjiro, comme Serizawa, qui sont des très grands noms déjà à cette époque-là, et qu'il y a donc une intervention moderne sur des peintures dites d'une tradition populaire,
pour en faire finalement des objets de contemplation. Et donc c'est là une des grandes contradictions, mais elles sont extrêmement nombreuses chez Yanagi, la manière dont il réintroduit pour le regard contemporain, en quelque sorte, il refabrique ces images selon un processus qui lui est spécifique. Ici, avec un agrandissement, parce que cette peinture-là, elle est particulièrement importante pour lui. Il l'a choisie. Alors oui, donc là, c'est juste simplement pour montrer toute la réflexion qu'il va mener sur le montage des peintures. C'est un manuscrit très, très intéressant où il explique à la fois les accords de couleurs, les proportions qu'il faut choisir, etc. Et les embouts en céramique qu'il fait réaliser, en l'occurrence ici, par Bernard Leach, un céramiste britannique, mais en fait né à Hong Kong, qui va participer à ce mouvement du Mingei à partir des années 1910. Voilà. Et donc, il choisit ce motif tiré de cette peinture pour la couverture de son livre, et il explique ceci parce qu'elle permet de révéler le merveilleux ou l'excellence du geste pictural de ces images d'Otsu. C'est pour cela que j'ai choisi ce détail, dit-il. Donc on voit très bien que la contradiction de son refus à la fois d'une histoire de l'art et de ses critères esthétiques, et puis d'un regard qui est surtout un regard finalement d'esthète. Alors maintenant j'en arrive à l'autre regard, l'autre que nous allons pouvoir confronter, celui de Leroi-Gourhan. Alors, je ne vous fais pas la biographie de Leroi-Gourhan parce que ça, vous pouvez trouver facilement des informations sur lui. Simplement, ici, je vais évoquer un aspect de sa vie et de son travail qu'on connaît très peu, qu'on a ignoré quasiment jusque dans les années 2000, puisque ses travaux sur le Japon n'ont quasiment jamais été publiés de son vivant. Et toute la documentation était restée, comme je vous le disais, donc, au sein de sa famille. Il arrive au Japon en avril 1937. Ce qui est assez étonnant, c'est que ça fait quand même l'objet d'un article dans un des grands quotidiens japonais, qui est l'Asahi Shimbun, où on le voit avec son épouse et un autre Français, Luca, qui vient étudier, lui, l'histoire de l'art japonais. Ils font partie de la première génération de ces étudiants étrangers invités par le ministère japonais des Affaires étrangères, donc dans les années 30. Et puis, en face, cette photographie assez extraordinaire de l'été 38, où il est à Hokkaido, dans ce village de Nibutani, ce village Ainu. D'ailleurs, il va rencontrer le médecin et anthropologue Munro, qui lui a travaillé sur ces populations Ainu. Et donc, c'est une image très caractéristique de l'ethnologue sur son terrain, en train de faire de la collecte, ce qui est quand même une grande partie de son activité au cours de ce séjour d'environ 2 ans au Japon. Alors, pour comprendre sa relation et son intérêt pour les images d'Otsu, nous n'avons quasiment qu'un seul moyen, ce sont les lettres qu'il a échangées avec Jean Buot, qui travaillait au musée Guimet, qui était un spécialiste, un des rares à l'époque de l'histoire de l'art japonais, qui est un peu son mentor et avec qui il échange de très longues lettres, très précises, sur ses collectes, sur ses centres d'intérêt, et on peut recomposer ainsi déjà un certain nombre de choses. Et dans cette lettre de décembre 1938, il explique ce que sont les Otsue, ces images, dit-il, qui sont curieuses, dont les sujets sont aussi curieux, et qui justifieraient, dit-il, une étude à elle seule. Et il précise aussi qu'il possède déjà, à cette époque, tous les thèmes sous forme de reproduction ou d'originaux ou de copies tardives. C'est un élément important parce que, contrairement à Yanagi qui s'intéressait à des originaux anciens, Leroi-Gourhan n'est pas du tout dans une optique de collectionneur et d'esthète. Ce qu'il veut, ce sont des thèmes permettant de remplir, en quelque sorte, une base de données de figures. On va voir comment ça se présente. Alors, en lisant cette correspondance, j'ai pris des petits passages dans lesquels il évoque ses peintures et ses modes d'acquisition. Il parle évidemment de ces Otsu, de ces images d'Otsu. Il parle aussi des ema, qui sont donc des plaquettes votives sur lesquelles je reviendrai ensuite. Et il nous apprend que cette tradition a disparu.
il dit les Hao-Tse sont morts à Hao-Tse. Mais il arrive quand même à réunir un certain nombre de pièces dont il fait la liste ici. Je vous en montrerai ensuite un certain nombre. Certaines ont été gardées, d'autres sont malheureusement perdues. Et puis, il donne aussi des prix, ce qui est intéressant parce qu'on s'aperçoit que déjà à cette époque-là, ces images d'Hao-Tse sont vendues très cher par des antiquaires, mais qu'inversement, on peut en trouver aussi sur des marchés aux puces, et c'est plutôt dans ces marchés aux puces que se fournit le roi Gourand. Et puis, il va tomber sur un ensemble de gravures qui vont être très utiles pour sa fameuse base de données. Ce sont des reproductions sous forme de gravures au pochoir, réalisées par un peintre, mais surtout graveur de sceaux qui s'appelle Nichinen, qui avait été réalisé en 1920. C'est-à-dire, c'est un travail relativement parallèle à ce qu'a fait Yanagi, mais qui, lui, vise surtout à reproduire, alors je vais d'abord montrer cette image, à reproduire les thèmes eux-mêmes. Et alors, ce qui est tout à fait amusant, c'est qu'en 2014, je me trouvais au Japon et je travaillais sur la préparation d'un livre justement sur cette imagerie parce que je m'étais rendu compte qu'elle n'était pas du tout connue en Occident, qu'il n'y avait pas de publication, encore moins en langue française. Mais j'ignorais encore à l'époque que le roi Gourand avait utilisé finalement la même série d'images. Et pourquoi est-ce que c'était intéressant pour lui, et ça l'a été pour moi aussi, parce que cet ensemble reproduisait 78 peintures. Alors par rapport aux 102 qui avaient été définies par Yanagi, c'est quand même une grande majorité, et surtout du fait que les originaux eux-mêmes ont, dans un certain nombre de cas, disparu depuis cette époque. Et voici la technique qui a été utilisée pour les reproduire. Donc, ce sont des gravures sur bois, mais dont les couleurs sont posées à la main à l'aide de pochoirs. Certains de ces pochoirs ont été conservés par le musée de la ville d'Hao-Tse, comme vous le voyez ici. Donc, c'est un procédé extrêmement rudimentaire. Il s'agit d'une reconstitution, c'est-à-dire qu'à droite, ici, vous avez une peinture d'Hao-Tse originale, et puis à gauche, alors ce n'est pas forcément celle-là qui a servi de modèle, mais enfin, en tout cas, c'est le même thème, qui vous montre comment on passe d'un support peint sur rouleau ici à un support imprimé, mais avec les mêmes techniques. L'objectif étant non pas de garder l'authenticité, mais de reproduire, je dirais, le sujet lui-même. Mais cette transposition va être extrêmement critiquée par Yanagi, et dans le livre de 1929, il va avoir des mots très durs vis-à-vis de Nichinen, considérant que son travail manque totalement d'authenticité. Et je crois que là, c'est une des oppositions importantes du regard qui est porté par Nichinen et par le roi Gourand vis-à-vis de celui de Yanagi. Alors, le roi Gourand, au cours de son séjour, va avoir l'occasion de découvrir ces images, et là des images anciennes, dans un certain nombre d'expositions, notamment celle-ci, qui va être organisée au grand magasin Matsuzakaya à Tokyo en mai 37, donc c'est vraiment le mois qui suit son arrivée. Et puis, il va faire du découpage, il va découper ces images, il va les mettre en fiches, et il va commencer à constituer un fichier des représentations. Bien sûr, il ne se limite pas à ces images d'Hao-Tse, il reproduit aussi, par exemple, ces fameuses raquettes de Nouvel An qui représentent ici un thème animalier qui va en particulier l'intéresser. Et à Osaka, en 1938, il assiste à la présentation dans une vente de la maison Yamanaka qui va présenter notamment un certain nombre de ces images qui sont finalement, ce catalogue de vente est extrêmement précieux parce que la plupart des images ont disparu. On a pu en retrouver certaines ces dernières années. Elles avaient été mises en fiche, notamment une, vous voyez en bas à gauche, il y a un paravent qui avait totalement disparu de la circulation et que nous avons pu retrouver au musée Nezu à Tokyo. C'est tout à fait étonnant. D'ailleurs, le musée ignorait qu'il était passé dans cette vente et nous avons même pu le faire venir, le faire restaurer et le faire venir à Paris. Donc, je rappelle ça pour ceux qui voudraient prolonger ce séminaire. Il existe un catalogue de l'exposition qui a été publié par les FEO. J'en viens maintenant à un document
dont je vous avais soumis une petite partie en préparation de ce séminaire, qui est le projet éditorial de Leroi-Gourhan, le projet éditorial lui-même. Je commencerai par un texte qui n'est pas ce livre qu'il a écrit en partie, mais un texte qui n'est pas daté, mais qui doit être aussi de ces années 1900-1940, qui s'appelle Composition figurative de la céramique du Japon septentrional et central, essai sur la critique des images. Alors tout d'abord, dans une conférence qui va donner le 15 janvier 1940 à l'Institut français d'anthropologie, Leroi-Gourhan explique qu'il va se saisir d'un sujet spécifique concernant le Japon, qui est le sujet des animaux. Sujet qu'il veut traiter, dit-il, du point de vue à la fois technique, archéologique, sociologique, de l'histoire des religions, de l'histoire de l'art. Donc il fait appel à toutes sortes de disciplines pour regarder un type de sujet particulier. Et puis il va laisser donc ensuite deux textes, celui-ci donc sur la composition figurative de la céramique japonaise, qui porte d'ailleurs un sous-titre avec un plan de travail qui s'intitule, et l'intitulé est très intéressant, La critique des images, essai sur la valeur historique des documents figurés. Alors, Leroi-Gourhan se propose de prendre comme sujet ce qu'il appelle les figurations. C'est son matériau d'étude, et il dit qu'il veut les saisir au même titre que des textes, mais ne pas les traiter pour leur valeur esthétique, et c'est là qu'il se distingue très nettement de Yanagi, comme on le ferait pour des faits d'histoire de l'art. Et il entend donc proposer une critique des images qui est indépendante, dit-il, de son rapprochement avec les sources écrites. Et ce qu'il veut faire en particulier, c'est s'attacher à des formes qui sont devenues obscures, des formes qui sont non réalistes, à force d'avoir été stylisées ou schématisées. Et c'est une approche qui est évidemment radicalement différente de celle dominante en histoire de l'art, qui analyse des images pour en dégager une symbolique dans laquelle l'image vient souvent finalement conforter un texte. Et il est à noter que ce travail s'inscrit en fait dans le prolongement d'une recherche qu'il avait menée avant la guerre à l'invitation de Marcel Granet, le grand sinologue, dès 1932, sur notamment la figuration d'une figure monstrueuse, en fait des masques de monstres qu'on appelle le taotier, que l'on retrouve dans l'iconographie, dit-il, archaïque de la Chine, et qu'il va étudier sur un corpus de bronze ou de céramique funéraire, cela donnant naissance à une publication qui est son premier texte de 1936 sur ce bestiaire du bronze chinois. Et dans ce travail, dans ce plan de travail qu'il propose, il explique qu'il veut s'intéresser à la vie interne des figurations. Et il évoque dans ce texte programmatique la présence des ema d'un côté, la présence des utsue. Il dit que ce sont des thèmes originaux, à côté par exemple de ceux des monstres antiques ou ceux du dragon chinois qu'il a pu traiter ailleurs. Et donc on comprend que cette analyse de l'iconographie populaire japonaise en fait vient prendre place dans un ensemble beaucoup plus vaste qui va du réalisme figuratif des Esquimaux jusqu'aux broderies finnoises en passant par des éléments décoratifs qu'il emprunte à la culture aïnou. Et alors, c'est vraiment très intéressant parce que s'il avait pu pousser jusqu'au bout ce programme et l'appliquer aux images d'Otsu, il aurait été intéressant de voir comment il aurait interprété l'insertion de ces images dans leur milieu. Et il explique qu'il y a sur la création d'une image un certain nombre de contraintes qui pèsent. Ce sont des contraintes d'ordre politique, des contraintes d'ordre religieux ou des contraintes techniques. Et cette grille d'analyse, évidemment, est tout à fait originale et intéressante. Et il y a un autre... voilà, donc ça c'est
un autre livre qui publie en 1943, au moment où il travaille sur cette iconographie japonaise. Et dans ce livre, on voit l'annonce d'une publication qui est à paraître, Forme populaire de l'art religieux au Japon. Malheureusement, le livre ne va jamais sortir. Alors on peut s'interroger aussi sur le fait qu'il ait abandonné en cours de route cette publication alors qu'elle était déjà bien avancée. Et dans cet ouvrage qui s'appelle Document pour l'art comparé de l'Eurasie septentrionale, il s'intéresse déjà en fait au Japon. C'est quelque chose qui a été écrit pendant essentiellement la période de son séjour au Japon et puis les années qui ont suivi jusqu'en 1943. Et il explique qu'il a réuni un corpus de 9000 figurations dans lesquelles il en a choisi précisément 366. Le Japon est assez peu représenté, mais enfin il y en a quand même une demi-douzaine. Et on comprend donc un peu mieux dans quel contexte apparaît l'intérêt pour le Japon, qui n'est pas un intérêt focalisé spécifiquement sur la culture japonaise en particulier, si vous voulez. Le deuxième document, c'est évidemment une partie du manuscrit de ce livre, Forme populaire de l'art religieux au Japon. Je vous montre ici le premier chapitre, qui est un chapitre un peu théorique. Là aussi, je vous ai donné le texte qui s'appelle « Pour définir une méthode ». Ces questions de méthodologie, c'est un jeune chercheur à l'époque, il est assez obsédé par ces questions-là, mais cette dimension théorique va toujours être en arrière-plan du travail de Leroy-Gourhan jusque dans ces dernières années. Il y a une note d'intention dans ce livre dont je présente juste ici un petit passage qui est particulièrement intéressant parce qu'il dit « Les deux branches en apparence disparates de mon activité répondent à une seule intention qui est de préparer à l'histoire des documents dégagés les contraintes d'interprétation les plus immédiates. Dans ce but, j'ai entrepris la définition des activités techniques, espérant introduire un jour dans l'ethnologie des méthodes comparables sur un plan différent à celles de la critique des textes. » Alors, moi, je ne suis pas ethnologue de formation, et il y a des personnes qui nous écoutent qui sont beaucoup plus savantes que moi sur ce sujet-là, mais les remarques qu'il formule sur l'ethnologie, qui est une discipline encore en formation, encore à ses débuts dans les années 30, sont, je pense, particulièrement intéressantes, et son objectif, donc, est d'une critique purement matérielle des choses figurées. C'est ainsi qu'il formule le projet dans ce manuscrit non daté, donc, qui a été publié bien longtemps après sa mort. Alors, ce que l'on conserve de ce manuscrit, c'est surtout l'architecture et puis des ébauches d'une petite partie. On a le plan qui est extrêmement net, dans lequel il va aborder la question des genres, des formes et des sujets. Pour les genres, il a choisi en fait 4 types de genres. Donc les ema, les plaquettes votives, les omocha, on le verra, ce sont ce que j'appellerais des figurines à connotation souvent religieuse, des images d'Otsu et des mônes, donc qui sont des blasons de famille. Et puis, l'analyse ensuite des styles, des formes, et puis des sujets. Et c'est pour notamment l'analyse des sujets qui va faire ce répertoire, cette base de données, avec une bibliographie, beaucoup d'images. Évidemment, si l'ouvrage avait été mené jusqu'à bout, à son terme, ça aurait été extrêmement, extrêmement intéressant. Il fait dans ce livre aussi un certain nombre dans cette ébauche de livre, un certain nombre de remarques sur son positionnement intellectuel, si on peut dire, ou théorique, méthodologique. Il dit « L'histoire de la peinture est faite de grands noms d'hommes. Et pour échapper, il faut partir d'un art qui ne porte pas de nom d'homme. Quitter provisoirement les œuvres maîtresses, qui sont des tours de force techniques, des défis au papier et au pinceau, prendre des œuvres anonymes, interchangeables, des choses qui sont à l'étage de milliers d'artistes modestes. » Alors, si l'on s'en tenait à simplement cette déclaration, on pourrait se dire qu'il est complètement en phase avec le projet de Yanagi. C'est vrai qu'il y a des recoupements intéressants, mais au niveau de la méthode et de l'objectif poursuivi, des différences
majeures sont à noter. Alors, ce qui est intéressant, c'est une sorte d'équation qu'il va poser dans cette préface un peu théorique en expliquant que le style est la résultante d'une tradition, de traditions sociales et esthétiques soumises à des contraintes techniques. Et il commente ainsi cette équation, il dit l'œuvre artistique, sur le fond de la tendance figurative, la confrontation des traditions esthétiques d'un temps et d'un pays donné, avec les contraintes que ce pays et cette époque éprouvent dans le domaine de la réalisation matérielle. Et en particulier, les images d'Ao-Tse. Alors, le chapitre sur les images d'Ao-Tse, c'est justement le chapitre qu'il n'a pas écrit. Alors, je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi il n'avait pas mené à son terme, mais j'ai quelques idées, je garderai peut-être ça pour la fin. En tous les cas, il ne l'a pas écrit, mais il a expliqué pourquoi il les avait choisis. Il avait choisi ce sujet. Et elles sont intéressantes pour lui parce que c'est un genre qui est à la limite du religieux et du profane. Et il les compare d'ailleurs, de ce point de vue-là, un peu aux images d'Épinal. La matière religieuse, dit-il, est faible. Alors évidemment, ça dépend de la période que l'on choisit. Il y a cette dérision mêlée à des sentiments de piété. L'autre élément intéressant pour lui, c'est les allers-retours que cette peinture fait avec d'autres genres plus nobles, notamment, là il ne le dit pas, mais enfin c'est l'ukiyo-e, comme en parlait Yanagi aussi. Donc des sujets de la grande peinture qui sont réintroduits dans une peinture populaire. Et puis alors le traitement technique lui-même l'intéresse aussi. L'idée de la série, de la répétition, c'est quelque chose qui va être dit aussi par Yanagi. Alors, je terminerai sur les questions de méthode. Comment Yanagi aborde ce sujet? Comment il va travailler? Eh bien, il va travailler à l'aide d'une méthode qu'il va éprouver ensuite dans d'autres domaines, qui est la méthode du fichier. Alors, il y a, ce fichier, très heureusement, a été conservé dans son intégralité. Donc, j'ai pu l'étudier en partie et le photographier. Il y a d'abord des fiches, vous voyez, bibliographiques. On voit donc qu'il utilise des sources et il marque, par exemple, sur ces fiches qu'il a dépouillées. Ici, il est marqué dépouillé pour le fichier. Donc, c'est l'ensemble de gravures de 1920 et puis le livre de Yanagi de 1929 qui est aussi dépouillé dans son fichier. C'est un fichier qui est assez considérable. Rien que pour les objets et l'iconographie japonaise, il y a plus de 2800 fiches, 840 pour les animaux, et concernant les Ao-Tse précisément, 107. Avec un double classement, un classement par genre, un classement par thème. Alors, attends, je n'arrive plus à passer. Voilà. Alors, la méthode qu'il va utiliser, c'est sur des fiches de reproduire les images en les calquant. Donc, il utilise une méthode d'une chambre verticale, dit-il, d'une chambre à projection et un verre dépoli. Et il fait un travail de dessinateur. Alors évidemment, ça l'empêche de rendre les couleurs, ça nécessite de faire une réduction de l'image et ça nécessite finalement, ça implique une sorte de réécriture de l'image par une main européenne, ce qui est un peu un souci pour lui, mais il ne voit pas d'autres méthodes. Et voilà comment se présente en quelque sorte une des fiches. Donc là, c'est le thème du cheval qui sort de la gourde, donc il a reproduit à partir d'une image de Michinen. Et puis, vous avez une fiche où il met le thème, il met les caractères chinois correspondant au thème. Ao-Tse, c'est un thème qui s'inscrit donc dans la thématique du Japon. Voilà le type de réduction qu'il fait à partir de ces gravures. Alors ça ne s'arrête pas là, bien sûr, puisque pour certains thèmes, il va ajouter d'autres strates iconographiques. Il va par exemple récupérer, donc ça c'est une image qui vient d'un catalogue de vente de 1938, ça c'est une image de Michinen qu'il a reproduite, et puis il met, on retrouve le thème chez Yanagi, on retrouve aussi le thème dans un livre sur les Emma. Et donc on peut reconstituer ainsi ces sources.
Je vous montre ici, ça c'est le livre de Yanagi, puisque le livre s'ouvre en première page avec cette représentation du Shomen Kongo, donc qui est une divinité d'origine taoïste à laquelle on rendait un culte très régulier à cette époque, en particulier du XVIIe au XIXe siècle, dans les campagnes. Et c'est peut-être le thème le plus courant, le plus fréquemment conservé pour cette iconographie à thème religieux. Et voilà donc l'œuvre de Nichinen. Et puis, il va retrouver des exemples dans des hémas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il ne va pas utiliser des hémas, je dirais, anciens, mais en fait des hémas qui ont été réalisés par un ensemble de peintres contemporains en 1925 et qui étaient présentés dans une sorte de parc d'attractions à Yokohama, où il y avait un espace où des peintres modernes avaient en quelque sorte réinvesti ce support et des thématiques traditionnelles. Et le roi Gourand en était tout à fait conscient, mais néanmoins ça l'intéressait. Et dans d'autres collections, comme celle du musée d'ethnographie de Genève, on peut retrouver des gravures représentant le même thème, donc du Vajra au visage vert, sous forme de gravure polychrome. Ce n'est pas une peinture au-dessus, mais c'est très proche finalement. Et donc on voit comment il réunit de la bibliographie, des images qu'il va récolter, et puis aussi des reproductions, tout cela visant à alimenter sa base de données. Alors, c'est quelque chose qui est important parce que la méthode qu'il va utiliser après la guerre, lorsqu'il va véritablement devenir un préhistorien, et vous savez que sa principale contribution, c'est quand même l'interprétation des sujets des grottes pariétales. Il y a une vidéo, là je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous la montrer, mais que je vous invite à regarder sur les archives de l'INA, qui s'appelle « Des bisons, des chevaux et des cygnes », qui a été faite en 1970. Vous le voyez ici à l'œuvre, avec ses fiches perforées et son aiguille à tricoter, à travers laquelle il était capable de croiser les sujets et les sites d'un corpus assez considérable de plus de 70 grottes. Et Jean-Claude, dans un livre très intéressant qui s'appelle « Pourquoi l'art préhistorique », explique très bien que c'est le roi Gourand qui a introduit dans les méthodes de l'analyse de l'art pariétal cette méthodologie des fiches perforées qui a été utilisée évidemment par d'innombrables chercheurs par la suite, mais qu'elle relève d'une approche structuraliste qui vise à rechercher les structures d'organisation, notamment des cavernes par le classement des espèces. Et cette méthodologie, en fait, il l'a expérimentée au Japon à travers un tout autre type de corpus, mais qui concerne quand même aussi le monde animalier. Je pense qu'il y a vraiment une continuité de méthode entre ces différentes périodes, ces différents sujets. Alors, parce que le temps tourne, donc j'essaierai quand même de respecter, vous montrer aussi les interrogations que se pose le roi Gourand vis-à-vis de ces images. Parce que, évidemment, d'abord, il se réfère au livre de Yanagi, donc il reproduit, là je vous ai mis un extrait de lettre, et dans la lettre, il reproduit en japonais exactement ce qui est écrit à propos de cette image ici, où nous voyons un singe qui est en train d'essayer d'immobiliser un poisson-chat à l'aide d'une gourde. Et il communique avec Buo, qui lui a des connaissances d'histoire de l'art plus développées sur le Japon, qui lui dit c'est peut-être une référence à un certain Yosetsu, en fait Josetsu, un peintre du XVe siècle, c'est peut-être une référence à cela. Et donc, en fait, il renvoie à la grande peinture. Donc, c'est une des premières peintures qui appartient à cette tradition du lavis d'encre au Japon, née dans le milieu du zen, réalisée par un moine du monastère Shokokuji. En fait, les Hotsue, effectivement, vont réintroduire des thèmes classiques, notamment de la peinture zen, mais en les parodiant, puisque le personnage représenté est remplacé
par un singe. Alors je dirais que le roi Gourand n'a pas été jusqu'au bout de sa démonstration parce qu'il n'a pas lu non plus le poème qui était inscrit sur cette peinture. Et à ma grande surprise, cette peinture, on l'a fait venir l'année dernière, il y a 2 ans, à la Maison de la Culture du Japon, et je me suis interrogé sur l'inscription qu'elle portait. Et cette œuvre est conservée donc au Mingeikan. Elle a été d'ailleurs mise en forme par Yanagi lui-même à travers ce montage. Et même le Mingeikan ne s'était même pas interrogé sur la signification, on n'avait pas fait la transcription de la petite inscription en chinois qui dit vouloir saisir un poisson-chat qui glisse avec une gourde glissante requiert de pénibles efforts. Ce singe bien peu malin ne connaîtra pas la joie du succès. Et donc on voit comment ces peintures qui sont qualifiées de populaires, en fait, font non seulement référence à des peintures zen dont la diffusion, a priori, n'était pas forcément très, très importante, et qu'elles étaient accompagnées de poèmes écrits dans une langue savante qui est le chinois. Donc on peut quand même se poser pas mal de questions sur la véritable destination et le véritable usage de ces peintures. C'est un sujet qui nécessitera encore pas mal de recherches pour lesquelles on n'est pas totalement arrivé à donner des réponses pour l'instant. Alors, le roi Gourand va aussi chercher donc, dans d'autres types de supports les correspondances avec notamment les animaux qu'il découvre sur les peintures d'Au-Tseu, donc sur ces fameuses planchettes votives, ici un exemple conservé au Quai Branly. Et on peut ainsi, pour une même thématique, là je me suis amusé à mettre en parallèle 3 documents qui ont appartenu à le roi Gourand, donc à droite la gravure de 1920, un Emma, donc une plaquette votive collectée par lui venant du département d'Aomori, et puis une représentation du même thème, c'est-à-dire le singe accompagnant un cheval. Bon, je n'ai pas le temps d'expliquer toute la signification ici, mais on voit que le thème passe d'un support à l'autre. Ça peut sembler une sorte d'évidence, néanmoins, ce genre de parallèle a été fait uniquement très, très récemment. Et ici, c'est l'inventaire de la collecte de le roi Gourand, donc on voit très bien comment il donne des indications sur l'origine régionale. C'est très important de pouvoir confronter cet inventaire de collecte dont Philippe Soulier m'a gentiment donné des reproductions avec les images elles-mêmes, parce que sinon, on perd complètement la source. Mais le roi Gourand avait fait un véritable travail d'ethnologue de ce point de vue-là, en indiquant bien comment il avait retrouvé ça. Alors, je disais que c'est des rapprochements qui ont été faits relativement récemment au Japon, puisque ce n'est qu'en 2009 qu'a été publié un livre par d'ailleurs un spécialiste de la littérature plutôt de l'époque d'Edo, qui s'appelle Inoi no Bunka, la culture donc de la... C'est difficile à traduire ce titre, mais la culture de la prière en quelque sorte, qui montre comment des correspondances de thèmes peuvent être faites entre des images d'Au-Tseu et des Emma. Et c'est tout à fait convaincant. Le roi Gourand avait eu l'intuition de ces rapprochements. Et alors, on peut comparer ça avec l'intérêt que Yanagi a lui apporté à ces images, je veux dire ces plaquettes votives. Il s'y intéressait aussi, mais lui va choisir un type d'image très très spécifique, notamment des images donc, provenant du nord-est du Japon, de Aomori, de Hachinohe, d'une collection d'exemples justement anciens qui ont été réunis par un instituteur, une sorte d'historien local, qui était un élève de Yanagita Kunio. Et il publiera en 1932 un numéro spécial de sa revue là-dessus. Et donc, les choix qu'il va faire, Yanagi, par rapport à ces plaquettes votives, vont être essentiellement des choix esthétiques et pas du tout l'optique de le roi Gourand, qui est de faire des correspondances thématiques. Alors, il faudrait évoquer aussi donc d'autres types d'objets qui permettent des rapprochements avec les images d'Au-Tseu, notamment ces fameux, ce qu'on appelle en japonais des omocha, donc des objets, des sortes de figurines, d'objets à fonction souvent religieuse ou magique. Et notamment dans un recueil qui est maintenant conservé à la bibliothèque de l'Eféo, on trouve des masques en papier
qui était vendue lors d'une cérémonie qui s'appelle la cérémonie de la chasse aux démons, qui est pratiquée au sanctuaire Yoshida à Kyoto au moment de l'équinoxe du printemps. Donc il y a toute une description dans un recueil qui est un recueil ethnographique dans lequel un peintre est allé dans différentes régions du Japon et a recueilli ces objets et a écrit des textes à leur propos. Et en fait, on s'aperçoit que dans la collection de Leroy-Gourhan des objets donc, qui, eux, sont conservés au Quai Branly, qui ont été réunis pour le Musée de l'Homme, on va retrouver ce type de masque. Donc, il y a encore tout un travail qui serait à faire de mise en correspondance de ces thèmes sous différents types de supports à partir de ce qui a été conservé. Et puis, on pourrait ajouter encore une autre strate qui est la compréhension de ce type de cérémonie. Par exemple, dans les fiches de Leroy-Gourhan, il y a la description d'une la procession pour chasser les démons des épidémies, qu'il a été lui-même, quand il était lui-même le témoin, le 2 février 1938, et donc il nous fait un petit croquis en expliquant comment ça se déroule. Voilà. Alors, la dernière partie concernait les projets d'exposition. Je crois que c'est très important de comprendre que les collectes d'objets qui ont été faites par Leroy-Gourhan ont été faites dans le contexte d'organiser des expositions. Il avait des projets pour le musée Guimet qui n'ont pas pu se réaliser. Il avait aussi on lui avait commandé la collecte d'objets pour une grande exposition que le Japon voulait organiser au moment des Jeux Olympiques de 1940, qui n'auront pas lieu. Il y aura aussi une exposition qu'il organisera au musée de l'Homme. Jusqu'à très récemment, en fait, on ignorait qu'il avait organisé une exposition en août 1947 qui s'appelle l'exposition temporaire d'art populaire japonais. Dans cette exposition, c'est peut-être une des rares fois où ont été présentés ces objets selon une muséographie que lui-même avait imaginée. Alors là, je n'ai pas le temps aujourd'hui de détailler cette exposition, mais je vous montre juste quelques images rapidement et surtout en m'attardant sur les Hautes-Suées, puisque 3 des œuvres qu'il avait données, donc collectées pour le Musée de l'Homme, y ont été présentées. Et je voudrais vous montrer les originaux ici, tels qu'ils figurent sur la base de données du musée lui-même. Vous voyez qu'on retrouve ce fameux thème du singe portant un lampion et une cloche, mais aussi un thème cher à Yanagi, qui est ce démon prenant son bain. Mais alors, dans des versions, Yanagi pensait que c'était des peintures du 19e siècle. En fait, elles sont des peintures extrêmement récentes qui datent du début du 20e siècle. Elles ne sont pas d'une très grande, on va dire, qualité esthétique. Ce sont des copies modernes qui auraient été totalement récusées par Yanagi. Mais ce n'était pas important aux yeux de Leroy-Gourhan, qui lui avait une autre optique. Alors, en petite conclusion, je prendrai encore 5 minutes pour vous résumer un peu le propos. Nous avons ce philosophe Yanagi, donc, qui va mener d'abord une étude systématique des thèmes de cette iconographie. Il va donner la priorité à la dimension religieuse des images. Il va rechercher l'ancienneté, l'authenticité, la rareté et la qualité picturale. C'est donc un regard essentiellement d'amateur, au sens, je dirais, noble du terme, qui va d'ailleurs conduire à la reconnaissance de ce genre oublié. Il s'intéresse à ces peintures en tant qu'objets. Il va les mettre en valeur par des montages particuliers, les réintroduire dans une perspective d'appréciation contemporaine. Et puis, parallèlement à ce travail sur les objets eux-mêmes, il va introduire une notion historique. Et donc, il va montrer qu'il y a eu une période primitive, et puis une période intermédiaire, et puis une période de décadence. Et finalement, c'est une conception qui est empruntée à l'histoire de l'art, en tout cas telle qu'elle se pratiquait à cette époque-là. Inversement, Leroy-Gourhan, lui, tout en s'appuyant sur le travail qui a été fait par Yanagi, veut avant tout établir un échantillon complet des sujets. Ce qui l'intéresse, c'est l'étude des motifs, mais pas spécifiquement pour étudier les peintures d'Otse,
pour les étudier dans une perspective comparée et sur une très grande échelle, à la fois temporelle, mais surtout spatiale. Et il s'intéresse à ces peintures, non pas comme objet matériel, ni d'ailleurs pour retracer leur histoire, mais simplement pour leurs thèmes, les thèmes animaliers en particulier, et les recoupements avec d'autres types d'objets, tout cela visant à alimenter son fichier des représentations. Donc, le roi Gourhan et Yanaghi ont tous les deux eu l'ambition, dans les années 1930, d'écrire différemment l'histoire de l'art. Ça, c'est l'élément qui les rapproche. Ils ont refusé les méthodes de l'histoire de l'art traditionnelle, mais le roi Gourhan, lui, n'a pas cherché à réévaluer l'esthétique de cette fameuse art paysan pour lequel il n'était pas très favorable. Et je verrais un rapprochement beaucoup plus possible entre l'attitude de le roi Gourhan et celle d'autres chercheurs japonais qui, à la même époque, qui sont par exemple Shibusawa Keizo, ont réuni des objets, alors pas des images de Tsu à ma connaissance, mais des ema, oui, en grand nombre, pour les introduire dans une réécriture d'objets, de collections d'objets populaires. Donc, les grandes différences qui distinguent l'approche de Yanaghi et celle de le roi Gourhan, c'est des différences disciplinaires. On pourrait dire d'un côté l'art populaire, d'un autre côté l'ethnologie et le folklore, le seul élément commun étant qu'ils s'intéressent à des éléments, des objets, des images qui appartiennent d'une certaine manière à la vie quotidienne du peuple, même si il faut être extrêmement prudent, comme on l'a vu par rapport à ces images. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter ici pour laisser un peu de temps à la discussion. Et juste vous montrer peut-être une dernière image. Voilà. En 2000, il est marqué 2019, en fait c'est 2020, une exposition organisée à Tokyo et qui s'appelle Another History of Edo Painting, dans le titre anglais qui a été donné à l'exposition. C'est la première fois, donc il fallait attendre quasiment un siècle depuis les redécouvertes par Nichinen, par Yanaghi et par le roi Gourhan, pour que ce type de peinture soit présenté dans un musée d'art. C'est la première fois qu'un musée, un grand musée à Tokyo, organise une exposition, mais en se plaçant du point de vue cette fois-ci des collectionneurs, qui sont les peintres, qui sont les grands collectionneurs qui se sont intéressés à cette image. Et c'est par ce biais que ce regard tout à fait nouveau qui a été posé. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'elle vise cette exposition pour la première fois à introduire un genre dans l'histoire de l'art, comme cela n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Vous voyez donc que ces questions de méthode, encore aujourd'hui, lorsque l'on peut aller voir une exposition, on peut se poser aussi la question selon quel présupposé théorique est organisée la présentation d'un certain nombre d'images.